63 ans après, 6 décennies passées, 6 décennies, 3 ans, depuis que nous avons obtenu, arraché l'indépendance nominale politique. Pourquoi l'élite a échoué? La question est provocatrice, mais ça vaut la peine. Pierre Mbemba Makalu, bonjour. Bonjour. On en parle avec vous. La question est provocatrice, mais il faut qu'elle fasse mal quand même. Vous êtes sociologue après votre licence à l'ULB. Plutôt, c'est à Louvain ou L'ULB. L'ULB. Paris et ULB. À ULB, j'ai fait la licence spéciale en coopération et développement. À Paris, sociologie. Alors, pourquoi vous avez échoué? C'est une bonne question. Je pense qu'en tant qu'instruit, parce que nous aimons beaucoup des termes intellectuels, tu sais que je n'aime pas ce terme-là, pour mon pays, nous avons étudié. Or, j'ai l'avantage par rapport à toi, quand les histoires de l'indépendance ont commencé, j'avais un certain âge, le leitmotiv était, nous étions mal gérés, mal dirigés, mal lotis par la colonisation. De ce fait, devant ce constat, les Congolais ont exigé, bon, et c'est de leur droit, de récupérer les affaires pour s'auto-gouverner. Mais malheureusement, quand j'observe après 63 ans, nous n'avions pas compris qu'est-ce que c'est l'indépendance. Je me souviens d'avoir déjà fait cette confidence. Nous étions au village, en 59, notre père vient de nous dire, pour le moment, il n'y aura plus de problème. Quand nous aurons besoin d'argent, je pars à la commune, on me donne l'argent, je vais vous donner. J'ai trouvé ça que c'était tout. Ici à Saint-Jean? Non, au village, ouais. À Compagnie. Alors, j'ai trouvé ça tellement loufoque. Déjà, en Combemata dit là, oui, vous allez retirer l'argent à la... C'est ce qu'on leur disait. Oui. J'ai dit non, c'est pas possible. Hein, à telle enseigne que j'ai refusé, tout mon Congo que je sois, j'ai refusé de prendre la carte d'Abaco parce que j'estimais que ce narratif n'était pas... Ah, le discours venait de l'Abaco. Oui. Enfin, les agents hein, qui ne digéraient même pas ce qu'on leur disait, mais bon, l'indépendance, ça veut dire que nous avions accès à tout, parce qu'on croyait que le Mundele qui était là-bas, que vous appelez blanc, que lui, il partait, il prenait. Donc ça, c'est la première erreur fondamentale qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. L'élite congolaise, entre guillemets, la seule chose qui l'intéresse, c'est de jouer au blanc, c'est de singer au blanc. Alors que le blanc est venu ici en tant que pionnier. Ils n'ont rien trouvé et ils ont commencé à construire. La logique... Et surtout, comme les francophones, ça c'est la culture francophone, mais les Flamands, eux, quand ils sont venus, vous voyez qu'ils étaient plus des ouvriers. Ah oui. Et les francophones, dans leur orgueil, dans leur suffisance. Exact. Nous, on a plus singé les francophones. Mais les Flamands, c'était des travailleurs. Des travailleurs, oui. Et vous voyez comment ils ont fait. C'est chez eux que il y a plus de boulot, oui, plus d'argent, oui, un peu le niveau de vie, tout ça. Même le salaire. Oui. Quand vous êtes en Belgique, c'est le vrai pouvoir est chez les Flamands. Oui. La nourriture, le salaire bien. Et il y a des gens qui quittent la partie francophone chez les Wallons pour aller travailler chez les Flamands. Tout à fait. Et c'est là qu'il y a des banques, c'est là qu'on entreprend. Et vous sentez que c'est collé à leur mental. Moi, ce qui m'a étonné, mon cher... Une précision, détail. Hein, oui, très important. Hein? Les Flamands qui étaient d'ailleurs à l'époque, eux, ils allaient travailler chez les Wallons. Parce que les industries s'est trouvées en Wallonie. Hein, la houille, tout ça, le charbon. On allait à Liège, à Mons, tout ça. Et bien après, tout a changé. Hein. Quand il y a eu maintenant, on a changé la source d'énergie. C'était plus le charbon, c'est devenu le pétrole. Or, le port se trouve où? À Anvers. Anvers, si tu veux. Et tout maintenant se trouve à Anvers. Et ils ont créé leurs universités. Hein, ils ont récupéré Leuven, hein, et les Wallons sont allés créer Nouvelle. Hein, donc ils ont changé. Louvain à Neuve. Les Wallons sont restés à Louvain. Non. Les Flamands sont restés à Leuven, donc à Louvain. Oui. Et les Français, Leuven, c'est flamand. Hein, sont allés créer ce qu'on appelle aujourd'hui Louvain à Neuve. Hein. Donc c'est très important pour nous les Congolais, en tant qu'entre guillemets élite, de comprendre. Quand nous avons demandé l'indépendance,
c'était pour quoi faire. Or, aujourd'hui, la plupart de nos élites se sont installées à la mangeoire. C'est la raison pour laquelle vous avez une démultiplication des partis politiques. J'ai étudié les sciences politiques, la sociopolitique, mais jamais je n'ai vu un pays qui a plus de 900 partis politiques. Ça n'existe pas. Alors, c'est quelle idéologie ils nous transmettent? C'est quelle doctrine ils transmettent au peuple? Tout ça, c'est le péché de colonisation. Non, 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 ça n'a rien à voir avec... Non, 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 moi je ne suis partisan de cette école-là. Toi et moi, nous avons étudié dans les mêmes universités que les Français, que les Américains, tout ça. C'est à nous maintenant, comme disait l'autre, nous devons faire notre substantifique moelle. Hein? Nous avons étudié qu'est-ce que nous devons prendre de là-bas pour améliorer chez nous. Parce qu'en fait, logiquement, quand je réfléchis pas en termes de développement, nous devons nous développer beaucoup plus rapidement que les autres. Parce que nous sommes arrivés en 60, il y avait des usines, il y avait des machines. Quand eux, ils ont commencé, non pas ça, ils ont dû construire, concevoir et construire. Nous, nous pouvons acheter. Mais comme nous nous sommes installés à la mangeoire, on a dit qu'il faut consommer au lieu de produire. Et ça a tout tué. Je vais te donner des exemples concrets. Ton pays, notre pays, le Congo, quand c'était une colonie, nous étions le premier producteur d'huile de palme, premier producteur de café. Les meilleures études ont été faites chez nous, à Yangambi. Hein? Ils ont fait des croisements. Avec un apport important en Malaisie. Oui. Non, c'est nous qui avons envoyé la Malaisie. Oui, c'est nous qui avons en Côte d'Ivoire, même au Brésil. Alors, je vais essayer de revenir à vous. Ça, c'est très important, ce rappel historique. Nous sommes un pays qui était très loin. Très loin. Nous, on n'était pas encore nés. Non, toi, tu n'étais pas encore. Mais vous avez vu beaucoup de choses, comme disait le vieux renard au jeune renard. J'ai vu bien des choses depuis que je suis au monde. Vous continuez. Nous avons beaucoup aidé, comment on appelle ce pays, dans le domaine de recherche, grâce à Yangambi. Oui. Nous étions les plus avancés. Tu sais, par exemple, nous étions le seul pays d'Afrique qui avait, par exemple, le centre Tricot, le nucléaire. Donc, on maîtrisait déjà le nucléaire. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Les réacteurs sont à l'arrêt. Hein? Oui. Alors que nous étions un pays en avance dans beaucoup de domaines. Même en médecine. Vous, les journalistes, vous le disiez, dans les temps, les Sud-Africains venaient se faire soigner au Congo. Le laboratoire qui est ici à côté, ici, Reine Astrid ici, c'était le grand laboratoire de l'Afrique tropicale. Toutes les recherches venaient là-bas. Et nos médecins sont nombreux en Afrique australe. Oui. Si vous êtes à Maputo et en province, en Afrique du Sud, en Namibie et autres, maintenant ce pays ont commencé maintenant à envoyer leurs enfants étudier, perfectionner pour qu'ils prennent la place de nos médecins en Afrique australe. Ah, oui. D'ailleurs, beaucoup commencent à revenir ici. Alors que nous étions en avance. Mais nos dirigeants politiques, je m'adresse d'abord à ce qu'on peut appeler l'élite politique, elle n'a jamais compris quelle était sa mission. Au lieu de construire, au lieu de bâtir, au lieu d'être des pionniers, ils se sont mués en consommateurs. C'est pour ça qu'on fait de la politique de bas étage seulement pour justifier comment je vais être à la table pour manger. Et ça nous a mené à quoi? Tout ce qu'on nous a laissé est en ruine. Moi, je suis gêné. Hein, en tant qu'instruit, je suis gêné. Un pays qui était en avance, comme disent les Anglais, nous étions déjà en take-off. Donc pour nous relever, partir. Vous avez vu ce matin la vidéo sur le Valium? Mais malheureusement, en 1954, vous avez vu ça? Malheureusement, nous n'avons pas de courant depuis hier. Guilain, pendant qu'on parle, vous allez rafraîchir la mémoire de Pierre Mbemba Makalou avec ces images de l'Ovanium. Oui, vous continuez. Je connaissais bien l'Ovanium, mais je peux te conter ça. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Nous avions la meilleure université d'Afrique. À l'Ovanium, il y avait des Ghanéens, il y avait des Nigériens, il y avait des Togolais, il y avait du tout, même des Européens, il y avait des Américains qui ont des licences, qui sont de l'université de l'Ovanium. Tout ça est tombé en ruine. Pourquoi? Je me suis posé la question. Mais pourquoi cela est possible? Parce que l'élite congolaise, entre guillemets, n'a pas compris
quel était son rôle? Quand nous prenons le dictionnaire, on nous dit l'élite, c'est la crème. C'est la crème. C'est ce qu'il y a d'excellent. Mais chez nous, il n'y a aucune excellence. L'élite n'a rien à foutre avec l'excellence. Est-ce que ce n'est pas le problème d'éthique? Mais nous y arrivons. Mais l'éthique, tout ça, ça va ensemble. Hein? Par manque d'éthique. Parce que ceux qui sont venus, ils sont allés à la mangeoire. Moi, j'ai vu, à côté de moi, nous habitions ici à Saint-Jean. À l'époque, ça s'appelait Saint-Jean, maintenant c'est Lingouala. J'ai vu à côté de nous quelqu'un qui venait d'être nommé directeur à l'INSS, alors qu'il ne savait pas conduire, il y avait un chauffeur. Mais pour montrer qu'il était arrivé, il a pris la voiture lui-même. Avant que la voiture n'arrive chez lui, il y avait des cabosses partout. Je lui ai dit, mais vieux, mais vous avez un chauffeur? Ah non, 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 on doit savoir que moi je suis devenu chef. Et tout le monde a commencé à manger, comme les blancs, comme vous les appelez. Tout le monde voulait aller en Europe. Tout le monde, moi je me souviens, quand on a fait le premier parlement, nos députés ont exigé, parce qu'ils étaient députés, ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas marcher à pied, on devait leur donner des véhicules. Les Américains ont fourni beaucoup de véhicules, de voitures Ford, pour qu'on leur donne. Et tout le monde voulait habiter en ville. Plus à citer. En ville, parce qu'ils sont députés, ils sont ministres, ils doivent être à Kalina. Comprenez? Donc c'était vraiment un aveuglement dont les conséquences sont très graves aujourd'hui. Donc ils pensaient être ministre, c'est être blanc. Être ministre, c'est être riche. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Tous nos responsables, fut-ils politiques, dans la justice, dans la gestion des entreprises, tout le monde cherche d'abord à prendre pour lui. Quand lui a tout, lui devient l'aune. Hein? La mesure. C'est lui. Parce que lui vit bien, il suppose que tout le monde vit bien. Ce qui fait qu'on ne cherche même pas à créer des richesses. On produit ces richesses à soi pour que moi je sois bien. La réaction c'est quoi? Tout le monde a acheté des maisons d'abord en Europe. Les Congolais c'était la Belgique. Ils ont acheté. Après, quand il y a des mouvements, on a changé. On a commencé à aller en Afrique du Sud. Aujourd'hui c'est l'Inde, c'est partout où on va. Ils construisent ailleurs, sauf dans leur propre pays. Et le Congolais, c'est un prédateur vis-à-vis de son pays. On vient prendre les richesses et on va ailleurs. On ne fait rien. On est tous des porteurs de mallettes dans tous les domaines. Je vais citer quelques-uns parce que faisons une mission, je l'ai voulu, pédagogique. Nous prenons l'enseignement. Nous avions critiqué les Belges, comme vous voulez, nous avions l'enseignement les mieux outillés. Moi qui te parle... Nous avions ou nous avons? Nous avions. Oui. Aujourd'hui, il n'y a rien. Nous avions. Moi qui te parle ici... pas quand même extrémiste. Non, non, je ne suis pas extrémiste. J'aurais pu être plus ferme que ça. Vous n'êtes pas extrémiste. Non, il n'y a rien. J'ai dit il n'y a rien. Je vais t'expliquer. Il y a quelque chose. Quand moi j'étais à l'école primaire, si je n'allais pas à l'école, on venait me chercher. On veut que j'aille à l'école. Je dis, quelle est cette école qui va chercher les enfants à la maison? Ça n'existait pas. Je n'ai jamais rien payé. Nous avions 3 trimestres. Chaque trimestre, un jour avant, on avait ce qu'on appelait un jour de préparation de rentrée scolaire. On nous remettait tout. Mon Louosi, n'oubliez pas de nous retremper. J'y arrive, j'arrive. Bon. Donc, quand j'ai dit que nous avons tout abandonné, tout tué, j'emploie des termes propres pour que ceux qui nous suivent comprennent, et nos autorités, on a tout tué. Mais en plus, nous avons participé nous-mêmes, à cause de notre ignorance, à l'assassinat de notre système scolaire. Quand nous sommes rentrés en programme avec la Banque mondiale et les FMI, j'étais à l'université. J'avais écrit à l'époque, si on peut regarder, j'avais écrit au ministère des Affaires étrangères et à la présidence que ce n'est pas normal qu'on nous dise qu'on ne puisse plus financer les écoles. Tout le monde a dit oui. Mais ils sont allés beaucoup plus loin. Pour montrer que nous ne pouvions pas financer notre système scolaire, on a dit que nous sommes un pays pauvre, très endetté. J'étais le seul, Dieu est mon témoin, j'étais le seul à dire je ne peux pas accepter qu'on appelle mon pays un pays pauvre, très endetté. Alors que les mêmes gens qui nous traitaient des pauvres nous disaient que nous sommes un scandale géologique. Nous sommes un scandale dans tous les domaines. Pourquoi on ne dit pas de la Russie que c'est un scandale? Mais tout simplement, c'est ça qui doit nous amener. Mais à force d'entendre... Sauf nous, oui, scandale, pays continent.
Mais l'Algérie est plus grande que nous. Plus grande que nous. Nous étions troisième. Pourquoi on ne dit pas pays continent? Non, je sais, c'est une stratégie. Ça m'a fait penser au cours que j'avais reçu à l'université, hein, par mon professeur qui est malheureusement mort, qui m'a appris beaucoup de choses. Vous savez, le Congo, nous ne connaissons pas notre pays. Le Congo a participé en 1885 à Berlin en tant qu'État indépendant du Congo. C'est ce qui fait que nous sommes membres fondateurs de l'Union postale. Hein? Mais nous devons connaître notre histoire. Et puis le Congo tel qu'il est là, ce n'est pas la volonté des Congolais, c'est la volonté du roi Léopold II. Hein? Je te promets, si je pars à Bruxelles, je vais t'amener la première carte avant 1885. La première carte géographique incluait même Cabinda et Pointe-Noire. Oui. Ça nous appartenait. C'était après 1885. Il y a eu des concessions pour notre entrée sur le... Oui. Bon, donc c'est très important. Le Congolais ne connaît pas son histoire. Vous voyez le Vanium là? Oui, oui. En 1954. Oui, mais moi j'allais là-bas. Moi, je connais bien le Vanium. Tu vois les gens, tu vois? J'ai dit qu'il y avait voilà, il y a des Américains, des Français, à tout le monde. Hein? Mais aujourd'hui, rien. Rien. Les universités qui sont venues après nous prospèrent et nous, on dégringole. Parce que nous n'avons pas le sens, nous ne savons pas l'université c'est quoi. L'université c'est la recherche. J'ai un peu voyagé. Je suis allé aux États-Unis. J'étais à Boston. Hein? J'ai vu, mais la ville de Boston, c'est pratiquement l'université. Les entreprises, les imprimeries, tout ça, ça fait partie de l'université. Mais nous, rien. On a tout abandonné. Vous voyez? Alors aujourd'hui, nous sommes en train de pleurnicher. Tous ces pays qui nous attaquent aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'au Congo, il n'y a aucune organisation administrative. Je t'ai donné la preuve. Ça fait plus de 30 ans qu'au Congo, nous n'avons pas de carte d'identité. Toi, tu me dis que tu es Congolais, mais tu ne peux pas m'en donner la preuve. Vous voulez? Non, ce que tu as là, non. Vous voulez que je vous en donne? Non, tu n'as pas la carte d'identité. Les papiers, tu n'as pas été identifié. Les papiers. Tu n'as pas été identifié. C'est depuis 1982 que nous n'avons plus de carte d'identité ici. Ça va? Mais tous ces gens-là, des grands juristes, des grands sociologues, ça n'inquiète personne, même pas notre administration. Donc nous avons fait quoi? Nous avons assassiné l'administration parce qu'elle ne fonctionne pas. Regardez nos communes, comment elles sont obsolètes. Mais la commune, c'est la base de la démocratie. Aujourd'hui, nous perdons du temps, on vient nous dire CENI, allez, nous courons CENI. Mais ça, c'est le travail que fait dans des pays sérieux, c'est le travail de l'état civil à la commune. Pourquoi? Parce que l'état civil à la commune connaît qui est né, qui est mort, qui habite, qui est marié et qui est divorcé. Ça, c'est le travail de la commune à l'état civil. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Si je me souviens bien, il a fallu que quand les gens de la FDL sont passés ici, que la Belgique essaie de soutenir la reconstitution de l'état civil. Ce n'est pas normal, alors que nous avons des juristes qui savent l'importance de l'identification. Aujourd'hui, nous nous plaignons qu'on a des gens qui rentrent chez nous. Mais moi, j'ai vu, quand il y avait l'histoire de FDL, j'ai vu des gens qui entraient ici, hein, qui achetaient, hein, ils donnent l'argent, on lui donne la carte, et il est parti. Et puis vous plaignez. Hein? Vous savez, nous sommes le seul pays où l'État n'est pas capable d'identifier ses citoyens. Alors, quand nous ne sommes pas capables d'identifier, c'est pour cela, vous voyez que même en géographie, en statistique, on vous dit tantôt nous sommes 70 millions, tantôt on est 80 millions, tantôt on est 100 millions, maintenant j'attends qu'on est à 150, je n'en sais rien, mais personne ne peut t'en donner les preuves matérielles. Les même gens pas entrent le matin, le soir ils sont congolais. Oui, alors, donc c'est de notre propre faute, c'est de notre propre turpitude. Il faut que l'élite congolaise se réveille. Nous risquons, je parle bien, moi je ne suis pas membre d'un parti quelconque, donc je peux parler librement, je parle en tant que citoyen intellectuel. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de perdre notre pays. Parce que ce que nous voyons, ce n'est que la face visible d'iceberg. Mais tout se fait en stumilings, comme disent les Flamands. Hein? Donc on a déjà préparé depuis longtemps. Parce que le Congo, contrairement à d'autres colonies, depuis 1885, il a été décidé que c'est le champ de toutes les grandes puissances.
C'est pour ça que quand nous avons un problème... Certains Américains l'appellent champ de bataille. Appelez ça comme vous voulez, mais je vais vous donner encore d'autres choses. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Quand les Américains, pour gagner la guerre, avaient besoin de la bombe atomique, ils sont venus ici prendre notre uranium. Ils sont passés par la Belgique. Par la Belgique. Sauf que la Belgique est une pièce maîtresse quand il s'agit du Congo. Il ne faut pas vous leurrer, pas la France. Hein? Donc, pourquoi j'ai dit que l'élite congolaise a trahi son pays? C'est même criminel. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a même pas une remise en question. Pour se dire, comme dans les temps, nous avons étudié la Renaissance, mais nous devons renaître. Pourquoi nous avons demandé l'indépendance en 1960? Parce que nous étions mal notés, mal nourris, mal soignés, etc. Or, aujourd'hui, c'est pire. C'est pire. Donc, deux choses où l'élite congolaise est devenue tellement aveugle qu'elle ne voit pas. On a besoin d'ophtalmologues pour leur donner des lunettes. Ou alors opérer leurs yeux pour qu'ils voient. Ils ne voient pas. Hein? Max Gallo a écrit un livre, parce qu'il n'y a pas que chez nous, hein, qui s'appelle le bureaucrate. Les bureaucrates. Hein? Pas bureau. Non, non, bulot. Hein? Tu as bulle. Hein? Non, soi-disant élite sont dans une espèce de bulle. Ils ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur. Ça leur dit absolument rien. Ils sortent, ils ont des limousines, ils sont malades, ils vont se faire soigner en Europe, maintenant c'est devenu en Inde, etc. Mais c'est de l'irresponsabilité. Comment voulez-vous que nos médecins qui sont formés ici, qui sont des vaillants médecins et très compétents, parce que quand vous allez en Afrique du Sud, ailleurs, même en Europe, hein, vous voyez qu'ils travaillent sérieusement et ils sont appréciés. Tu sais, notre ami Lunga qui est mort, hein, quand lui, dans son cabinet à Bruxelles, les femmes, les messieurs belges qui venaient là-bas, s'il n'est pas là, non, j'attends que les docteurs reviennent. Parce qu'il faisait son travail avec beaucoup de doigté et de compétences. Tout ça, nos médecins meurent comme des mouches. À l'Ovanium ici, enfin, l'Unikin, combien de professeurs sont morts d'inanité? Parce qu'il n'y a aucune politique. Il n'y a aucune politique. Les dirigeants ne savent pas où veulent-ils conduire le Congo. Tout le temps, j'entends gâchette. Mais la gâchette, il faut d'abord avoir un fusil, non? Si tu n'as pas de fusil, la gâchette, c'est quoi? Hein? Alors, c'est ça l'erreur. Alors, nous employons comme ça des termes empoulés pour endormir les gens. Le Congo est grand. Mais la grandeur d'un pays, c'est pas ses richesses, c'est comment... Mais vous avez un discours défaitiste. Non, je ne suis pas défaitiste. Je vais arriver décourageant. Non, au contraire. Vous avez un discours démobilisant. Non, ça c'est mobilisant. Parce que maintenant, il faut provoquer, il faut choquer, comme on dit. Parce que si on choque, mais ce que dit ce monsieur-là, mais tiens, il a raison. Moi, je ne cherche pas à avoir raison. Mais nous devons de temps en temps donner ce qu'on appelle le choc. Et ce choc va faire quoi? Non, il faut qu'on se réveille. Le Congolais doit se réveiller. Nous sommes victimes d'une conspiration qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1885 que les grands de ce monde ont décidé que le Congo, c'est notre chasse gardée. Et ça fonctionne toujours comme ça. C'est une fatalité? Ce n'est pas une fatalité. Tout le monde, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je provoque pour que nous disions non. Mais pourquoi? Mais nous devons nous réveiller. Hein? Nous sommes intelligents. J'ai beaucoup voyagé. Il y a beaucoup de professeurs, beaucoup de scientifiques congolais à travers le monde. J'ai été même en Chine, j'ai été étonné que même là, il y a des professeurs congolais. C'est extraordinaire. Mais nous n'avons pas fait un choix. Alors, ce qu'on m'a appris dans la théorie de développement, il faut avoir un objectif. Quand vous avez fini l'objectif, maintenant vous allez chercher les moyens. Or, nous, de par la volonté du Créateur, tout se trouve chez nous. Nous sommes, ce n'est pas moi qui l'ai dit maintenant, tu vois dans tous les débats aux États-Unis, partout à l'ONU, on dit le Congo. C'est pour ça qu'on ne veut pas nous aider, parce que c'est nous qui devons aider les autres. Nous avons tout. Hein? Nous avons l'uranium. Est-ce que nous avons une bombe atomique? Non. Est-ce que nous en faisons même l'utilisation dans l'agriculture? Mais Chikolo Boué, c'est gardé, on dit l'Amérique veille et tout ça, on ne peut pas y mettre le nez. Mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi on n'exploite pas. Mais parce que nous sommes inconscients. Est-ce que tu as déjà entendu dans les discours de nos dirigeants depuis 1960, hein, quelqu'un qui a dit non, nous devons avoir une puissance nucléaire? Personne. Ça ne les intéresse pas, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Or,
comme nous sommes riches, je me souviens, parce que quand j'ai pensé à l'émission, en 73, février 73, j'étais dirigeant de la JMPR Belgique. Nous sommes venus ici dans le cadre de Makanda Kabobi. Dirigeant de la JMPR. De JMPR Belgique. Moi, j'ai été le premier dirigeant de la JMPR élu, pas nommé, élu. Les documents sont là, on peut vérifier. Nous étions là-bas. Oui, nous étions là-bas en Nsélé, et voilà que l'ancien directeur, que Dieu est son âme, Bisengimana, il vient faire, c'est lui qui devait parler ce jour-là, il dit, bon, le Congo est tellement riche que nous n'avons pas besoin de planification. Moi, j'ai levé mon doigt. Donc celui-là était aussi placé comme un verre dans les fruits pour infecter les fruits. Oui, mais à l'époque, on ne comprenait pas, mais c'est après qu'on. Mais Mobutu savait ça, non? Je ne sais pas. S'il le savait, il a déjà réagi. Il ne savait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, le pays est tellement riche qu'on n'a pas besoin de planification. Bon, on nous donnait comme la permission de pouvoir... J'ai posé la question, j'ai dit non, tout justement, quand on croit avoir... C'était à Makanda Kabobi. À Makanda Kabobi, ici, à Chancel. J'ai dit, c'est à ce moment-là qu'il faut vérifier parce qu'on peut penser qu'on est riche alors qu'on a déjà perdu un pan de richesse. C'est ce qui est arrivé. Mais eux, ils avaient leur plan que nous ne connaissions pas. Hein? Aujourd'hui, nous avons des Ngamachou, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant. Hein? C'est de notre propre faute. Le Congolais préfère être un chichiboy, un porteur de mallettes, que lui d'être patron. Regardez ici. Mobutu commençait déjà à le dire, ah, Sogomoni Libanais, Nassima Naye, Azana général Naye, Azana député Naye. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Mais pourquoi? Nous avons démissionné, vous et moi, nous avons démissionné. Nous ne savons pas ce que Dieu nous a donné, qu'est-ce que nous devons en faire. Tout le temps, j'entends Congo, pays immense. Mais non, la grandeur d'un pays, c'est la capacité qu'il a d'abord de transformer, de maîtriser tout ce que Dieu a mis dans son territoire et il peut réunir. Nous avons 9 pays, mais ça devait être pour nous, nos clients. Qu'est-ce que nous en faisons? Ce sont les petits pays qui commencent à nous diriger. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons. Donc c'est notre... Les traîtres sont... Nous sommes des traîtres. C'est recruté parmi les... Mais là j'ai vu qu'on a publié à peu près 100... Dans l'élite. Oui, 115 personnes qui sont soi-disant des députés ou des sénateurs qui participent à la destruction du bien que Dieu nous a donné. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dirigé nos autorités, nos dirigeants, vers l'enrichissement illicite facile. Les minerais, toi et moi, nous lisons la Bible. Quand Dieu dans Genèse, il dit, ah, dans tel endroit, il y a de l'or, il y a ceci. Mais quel est l'ordre qu'il a donné d'abord à Adam et Ève? Cultiver et dominer la terre. Pas les minerais, parce que les minerais vont se terminer un jour. Hein? Tu sais, dans les temps, on appelait aller au Pérou. Pourquoi on parlait de Pérou? Parce qu'il y avait beaucoup d'or là-bas. Après, comme il y avait tout le temps des bagarres, on a extrait tout ça, il n'y a plus rien. Personne ne va aller au Pérou. Donc nous aussi, un jour, les richesses que nous avons ici, minières, vont disparaître parce que ça ne repousse pas. OK? Nous qui fûmes, parce que vous êtes journaliste, faites des recherches, dans le budget colonial, l'agriculture intervenait pour 48%. L'agriculture intervenait pour 48%. Aujourd'hui, l'agriculture intervient pour combien de pourcents? Même quand Mobutu chantait l'agriculture, priorité des priorités, est-ce que ça intervenait à cette hauteur-là? Non. Pourquoi? Parce que nous avons choisi d'être des consommateurs au lieu d'être des producteurs. Si toi tu consommes, celui qui fournit ici, bon, tu ne vas pas manger, tu commences à manger des maniocs, et puis après, bon, tu oublies. Et c'est ce qui est arrivé. Est-ce que ce pays, nous pouvons manquer de maïs? Impossible. Hein? C'est comme a dit Mosengo, Dieu nous posera la question, tout ce que je vous ai donné, qu'est-ce que vous en avez fait? Donc je continue. Passons maintenant à l'administration. À l'époque, nous avions la meilleure administration. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Quand nous allons à... Tu vas aller au tribunal. Tout ce que tu dois faire, c'est de subir tout ce qu'on va te dire. Personne ne s'occupe de quoi que ce soit. Même quand le jugement est rendu, la loi, le magistrat ou le juge a dit, comment on dit, a dit la loi. A dit la loi. Et le greffier va modifier des choses. Non, retarder l'exécution de la décision. Parce que tu m'as dit que j'étais un exemple, je suis un exemple vivant. J'ai eu un problème avec quelqu'un, lui me devait de l'argent. Il va m'accuser que moi, je suis un délinquant. Son avocat, au tribunal, il demande qu'on me condamne à 20 ans
parce que je suis un délinquant. J'ai levé mon doigt, j'ai dit, monsieur le juge président, je ne peux pas accepter. Il doit retirer ça parce que je ne suis pas un délinquant. Il sait qui je suis. Ils m'ont accusé. Nous sommes allés au tribunal. On m'a donné raison au premier degré. Ils n'étaient pas contents. Ils ont fait ce qu'on appelle un appel dilatoire. Parce que quand tu fais l'appel, tu dois payer les frais de la justice. C'est moi qui ai payé les frais de justice pour qu'on puisse fixer cette affaire. Nous sommes en appel. Je gagne. Le juge m'appelle dans son bureau. Il dit, mais ton dossier est clair comme l'eau de roche. Mais vous comprenez. Je dis, mais je ne comprends pas. Comprends quoi? Que je dois comprendre. Comprendre de quoi? Mais moi, je dis, mais comprendre quoi? Parce que bon, vous dites que j'ai... Pourcentage? Ah oui. Parce que comme ils avaient vu qu'on me payait à peu près 250 000 de dommages et intérêts, hein, plus ce qu'on me devait, dit, ah bon, il faut... J'ai dit, mais je suis d'accord de vous donner. Mais donne. Ah, vous avez accepté... Non, enfin, c'est une façon de parler. Non. Donc de céder un pourcentage. Hein? Non. Voilà. J'ai dit, mais donnez-moi d'abord, et puis après, je peux vous donner quelque chose. Mais quand vous voulez que moi, je vous donne, alors que mon argent est là. Donc, ce que je dis, j'ai vécu. Je n'ai pas entendu, j'ai vécu. Jusqu'à présent, ce dossier n'est jamais clôturé. On n'a jamais exécuté la décision? Jamais. Jamais, jusqu'à ce jour. Parce que vous n'avez pas donné cédé? Oui, alors, parce que maintenant, si tu veux aller, il faut commencer. Non, alors, avec ça, hein, nous avons... J'entends que le Congolais, nous sommes un peuple chrétien. Si au sens où moi je l'entends, la parole de Dieu nous dit la justice relève une nation. Pourquoi nous sommes tombés si bas? Parce que notre justice n'existe pas. Il existe des noms, mais elle n'existe pas dans les faits. Dans les faits. Pour te rendre justice, tu dois payer ta justice. Sinon, on ne te rend pas justice. Vous avez suivi qu'on a arrêté un greffier, non? Oui, oui, j'ai suivi ça. J'ai suivi ça. Mais il y en a plusieurs qui font ça. Mais ça pas, hein? On devait arrêter tout. Si on doit arrêter tout le monde, on doit prendre un bulldozer, on rase le palais de justice parce que c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Je sais de quoi je parle. Bon, continuons maintenant. L'enseignement. L'enseignement qui est la base dans tous les pays du monde, même dans nos cultures ancestrales, l'éducation est très importante. On a tout abandonné parce qu'on a suivi des conseils fallacieux de la Banque mondiale et de FMI. Dit non, il ne faut pas, non, c'est onéreux. Mais comment c'est onéreux? Maintenant qu'on nous a ruinés, ils sont les premiers à venir, non, il faut relever l'enseignement. On serait déjà loin. Mais parce que nous ne réfléchissons pas. Tu m'as envoyé une vidéo il y a quelque temps. Des choses que je t'avais déjà dites ici. Comment on nous pille. Parce que toutes ces histoires de coopération ont été conçues comment? Ils se sont dit, maintenant, nous ne les colonisons plus. Comment nous allons les coloniser? On vous apporte des choses qui, apparemment, semblent être un bienfait, alors que c'est un poison. Ils sont venus avec quoi? Avec des crédits. On dit, bon, ça va, coopération, développement, vous voulez des routes? Ok, on va vous donner 500 millions de dollars. On ne vous les donne pas en main. On dit, bon, comme vous le construisez, nous avons des entreprises qui exécutent ce genre de travail. Ils amènent leurs entreprises. L'argent va chez qui? Chez eux. Ça n'a même pas quitté leur pays, ça reste là-bas. C'est ce que dans la vidéo on t'a expliqué. Deuxièmement, ils vous donnent des intérêts tout à fait fallacieux. C'est eux qui décident. Comme nous, on ne sait rien, tu acceptes. Mais leur système, et j'ai démontré ça il y a quelques temps, hein, sur l'autre chaîne, nous avions une dette, semble-t-il, de 14 milliards de dollars. La dette principale, donc initiale, est de 4 milliards de dollars. D'après ce que j'ai dû en faisant des découpages, cette dette a été déjà payée plus de 40 fois. Parce qu'on a déjà payé plus de 40 milliards de dollars pour 4 milliards. Ça n'intéresse personne. Et j'ai voulu savoir pourquoi. Mais en fait, quand vous payez la dette, si tu n'as pas d'argent, on te dit, bon, on va te prêter l'argent. Non pas pour payer le principal, mais pour payer la dette, les intérêts, ce qu'on appelle le service de la dette. Comme c'est cumulatif, à un certain moment, vous atteignez des montants exorbitants. Alors ça devient un moyen de pression. Un moyen de pression. Mais comme le Congolais ne réfléchit, pourtant nous avons des grands professeurs d'économie, mais parce que nous sommes des scolastiques, nous avons appris des théories, mais on n'a jamais cherché à les disséquer pour trouver où se trouvait notre intérêt. Devons-nous aller dans la même voie? Alors que nous avions un système économique ancestral qui est extraordinaire, qu'on appelait l'économie communautaire. Parce que le but de l'économie, c'est quoi? C'est permettre à la société de vivre en harmonie
en ne manquant rien. Nous avons préféré l'économie du marché, dont nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Alors nous engouffrons là-dedans, nous devenons des vaches à lait. Je vais continuer. Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a pas très longtemps, on nous a parlé que nous étions un pays très pauvre et très endetté. Je ne sais pas par quelle magie, un jour, toujours la Banque mondiale et le FMI viennent nous dire nous avons atteint le point d'achèvement. C'était le point de nous achever, nous, ou c'était le point d'achèvement des dettes que nous avions. Mais j'ai cherché à comprendre pourquoi, parce que nous devons réfléchir. En fait, dans le service de la dette, ils s'arrangent. On vient voir le Premier ministre ou le Président ou les ministres, vous savez, tous ces ministres des Finances, des budgets, tout ça, sont devenus riches hein, parce qu'il y a des arrangements. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, écoutez, il y a 500 millions, bon, on va 500 millions, 250 millions, nous allons nous partager, chacun prend sa part, et le reste, on donne. Or, en comptabilité, on ne peut pas compter les pénalités parce que personne ne les maîtrise. C'est quand on a atteint le fond qu'on va commencer maintenant à regarder. Mais ça peut se discuter, parce que c'est une pénalité. Une pénalité peut se discuter dans le commerce. C'est pour ça que quand vous demandez un crédit à la banque et que vous payez avant, ce que beaucoup de chez nous ne savent pas, il y a ce qu'on appelle l'adagio. C'est-à-dire que je demande à la banque ou à l'institution financière de me rembourser une partie parce que j'ai payé avant terme. Ça va? Mais nous, tout ça, on ne sait pas. Alors ça se passe en cachette. Bon, on distribue un peu 10 000 là-bas, 20 000 là-bas. Et c'est toujours eux qui prennent le plus gros morceau. Or, quand on nous parle des aides, on va donner 100 milliards. Mais si 100 milliards n'existe nulle part, c'est ex nihilo. On a donné un chiffre, il n'y a rien. Dernièrement, on vous a parlé de 600 milliards. Mais parce que quand il s'agit des nègres, ils n'ont pas besoin de nous. Parce qu'il existe des instituts aux États-Unis, en Europe, qui étudient comment maintenir éternellement l'Afrique dans la pauvreté parce qu'ils ont besoin de nos matières premières. Et ils veulent le prendre le plus gratuitement possible. Et nous-mêmes, nous acceptons. Nous leur offrons ça. Parce que nous ne voulons pas réfléchir pour savoir ce que Dieu nous a donné, qu'est-ce que nous devons faire. Je continue. Notre administration, elle est totalement obsolète. Le Congolais n'a plus de droits. Il n'a que des obligations. Tu veux avoir une carte d'identité, tu dois payer. Ça coûte 10 francs, mais tu dois donner 20 francs, sinon vous ne l'avez pas. Vous voulez avoir un certificat de naissance, tu dois à la commune, partout on doit payer, partout. Même quand tu as un rendez-vous pour aller voir X personnes, si tu ne donnes pas, tu ne graisses pas, tu n'as rien. C'est-à-dire que le peuple congolais est totalement... Le mobile money, c'est du vol. Oui. Hein? Or, il y a des c'est du vol pur. Mais qui est accepté, c'est même généralisé. Je disais hier... Même les frais d'envoi par messagerie et autres, d'envoi des frais. Comment on appelle? Envoi des frais. On paye toujours des montants exorbitants. Oui. Donc, il y a des frais. Bon, quand on envoie quelque chose, seulement on paye un service. OK. Mais ce service est déterminé. Mais la personne qui est derrière le comptoir, il va te faire comprendre, oui, mais vous comprenez, bon, tu dois laisser quelque chose. Ce n'est pas normal. Alors, tous les pays aujourd'hui est dirigé comme ça. Tu ne peux pas recevoir un service normal. Tout est devenu anormal. Chacun, là où il doit prélever sa part. Et tout le monde voit ça. Dans les écoles, la même chose. Hein? J'ai des enfants qui sont à l'école. Mais une fois, je suis allé crier là-bas, j'ai dit, c'est pas normal. On vous demande de payer 22 000 francs, mais on ne vous donne pas un reçu. Oh, c'est l'État qui demande ça. Mais comment on va comptabiliser pour savoir combien rentre dans la caisse de l'État? C'est anormal. Et c'est fait par des universitaires, s'il vous plaît, messieurs. Et moi, ça m'inquiète. D'où, aujourd'hui, je suis venu cracher ma colère. Nous devons, c'est notre pays. Ce pays, il ne doit pas y avoir de pauvres. Dans ce pays, le jour où nous allons nous réveiller, prendre conscience de notre responsabilité vis-à-vis de tout ce que Dieu a mis sur cette terre, qu'on appelle congolaise. Au Congo, on peut donner à chaque Congolais 1 000 $ par mois. J'ai déjà fait des calculs. 1 000 $ par mois. Et l'État a encore énormément d'argent pour faire d'autres choses. Mais ça n'intéresse pas. Ça se retrouve quelques miettes dans les poches de ceux qui nous dirigent. Et c'est ça qui est dramatique. Donc le peuple est en train de mourir à petit feu et les autres s'enrichissent. Quand ils sont malades,
moindre bobo, un peu dedans, mais nous avons des bons dentistes ici. Non, non, non. On doit faire l'avion, il faut aller à Paris, etc. Mais comment voulez-vous que nos médecins puissent devenir performants quand on ne leur donne pas l'occasion de se mettre devant le problème et de trouver des solutions? Saint-Exupéry disait, l'homme se découvre quand il se mesure devant l'obstacle. Mais nous, il n'y a pas d'obstacle, donc on ne peut pas se découvrir. C'est pour ça qu'on meurt chaque jour à petit feu. C'est à nous. Nous ne devons pas attendre qu'on vienne nous dire. C'est nous. Nous avons étudié. Nous avons été dans les mêmes universités, avec les mêmes professeurs. Mais c'est à nous à faire ce que je crois que c'était Rabelais qui disait ça, c'est substantifique moelle. Nous devons, chez nous les Bakongo on dit, c'est-à-dire quand on t'apprend quelque chose, tu dois déjà être intelligent pour être capable de comprendre ce qu'on vous dit. Sinon on va vous faire avaler n'importe quelle couleuvre. Et c'est ce qui nous arrive. Même en économie, tout ce qu'on nous donne, ça ne nous permettra pas d'aller de l'avant. Parce qu'eux, ils contrôlent les ficelles de l'autre côté. Et je vais peut-être terminer. En politique, nous avions un meilleur système politique de nos ancêtres. Quand Mobutu disait qu'il n'y avait pas une case de l'opposant là-bas, mais c'est la vérité. Mais il y avait toute une culture qui était transmise dès les bas âges. Parce que ville. Nous, quand nous étions au village, on était à Kyoto. Kyoto, c'est quoi? Comment il faut dire ça en français? La paillote. Donc il y a la paillote. Les adultes sont là, nous sommes là. Nous croisons les jambes, nous écoutons comment ils transmettent. Quand il y avait un problème, le problème était résolu pour l'intérêt commun, pour que l'harmonie de la société reste. Aujourd'hui, tout est en moule. Les entreprises, nous avions la GECAMINE. C'est une grande entreprise. L'AMIBA, grande entreprise. Pendant tout le temps que le monde est là-bas, ça marchait. Dès qu'on a mis des Congolais, parce que j'ai travaillé là-bas pendant... Mais quand il y a eu des Congolais là-bas, vous avez vendu beaucoup de véhicules là-bas et d'engins et tout ça, mais il y avait des Noirs, il y avait des Congolais. Oui, mais tu sais à quel prix les acheter? Tu sais à quel prix les acheter? Parce que je ne vais pas tout citer ici, mais moi j'ai dit un jour au directeur, au PAD, j'ai dit mais c'est pas normal. Aujourd'hui, tu as besoin d'un véhicule, tu vas dans Toyota, tu tapes, on te donne les différents prix dans les pays. Mais parce que c'est toujours ça. Et peut-être ils sont très bien payés. Mais le Congolais veut être riche là où il est. Il doit devenir riche. L'Amiba est par terre. Oui. Alors, quand on a cette notion-là, c'est-à-dire qu'on perd tout ce qui fait de l'homme politique un responsable. C'est-à-dire il doit être au service d'eux et non pas on doit être à son service. Alors nous avons changé même la signification des termes. En latin, ministère, ça veut dire service. Celui qui est là, il est le serviteur. C'est pour ça en Europe, tu peux appeler le ministre quand tu veux, il va te recevoir. Parce qu'il est là pour vous. Mais appeler un peu un des non-ministres ici, te recevoir. Personne. Donc nous devons... Il y en a qui reçoivent, il y en a qui reçoivent. Oui, ça va d'accord. Je vais lancer un cri d'alarme. Je suis fâché parce que Dieu nous a donné un pays merveilleux où il y a tout. Même ceux qui aiment faire du tourisme. Tu as déjà été au lac Kivu. J'ai fait tout le Congo. Tu as fait tout le Congo. Oui. Tu as vu les lacs. Oui. Tu as été à Kalemi. C'est moi qui vous pose des questions. Ah bon, d'accord. Maintenant, je deviens votre invité. Ça va, excusez-moi. Oui. Quand je suis arrivé à Kalemi, quand j'ai vu le lac Kalemi là, j'ai dit... Le lac Tanganyika. Tanganyika, pardon, à Kalemi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu vois, il y a une montagne là qui permet de faire des hôtels où on appellerait des gens qui viendraient dépenser leur argent là-bas, mais ça n'intéresse personne. Personne. Tout le monde veut aller à Dubaï, alors qu'on peut faire mieux qu'à Dubaï. Tout le monde veut aller à Paris, on peut faire mieux qu'à Paris. Donc c'est à nous. Nous devons aimer notre pays. Le Congolais n'aime pas son pays. Il est en train de brader son pays. Voilà. L'OTAN, vous sentez que... Merci beaucoup. Vous avez ramassé pratiquement tous les secteurs dans une véritable diatribe. Une véritable diatribe qui fait mal, mais ça vaut la peine. Un téléspectateur au Canada, par un décodeur, il capte Télé 50, il dit coup de chapeau. Nous devons faire une remise en question. Et puis, un autre à Luanda, il dit, mon frère Fabien, en tout cas, coup de chapeau à l'intervention de M. Mbemba, un véritable coup de tonnerre pour la RDC. Merci. Beaucoup de réactions. Bon,
pour moi, on y reviendra. L'heure, c'est l'heure à la télévision. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Mbemba Makalou, sociologue, également communicologue. Avec lui, on n'a pas été... Je lui ai laissé suffisamment de temps. Ça n'a pas été facile pour qu'il fasse cette critique qui peut nous révolter et nous remettre, justement, nous permettre de nous remettre en question. Parce que Mabika Kalanda dit la remise en question, base de la décolonisation mentale. Oui. Au revoir, excellente semaine, excellente journée. Je vous retrouve demain, par la grâce de l'Éternel Dieu qui nous procure encore ces merveilles et qui nous donne la vie. Au revoir.